Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Caroline qui nous parle de l'homoparentalité. Juste avant de commencer, je voudrais vous préciser qu'elle nous parle de son expérience personnelle, donc que celle-ci peut varier d'une personne à l'autre. Il existe donc différentes façons de concevoir un enfant pour un couple homosexuel, soit par la procréation médicalement assistée, dont une partie des frais est maintenant couverte depuis le 1er juin 2022, d'après le site du gouvernement du Québec. L'adoption aussi est une possibilité au Québec et de plus, dernièrement, un changement de loi a été fait au Québec concernant la gestation pour autrui, qui est le projet de loi 12 qui s'inscrit dans le grand chantier de la réforme du droit de la famille en cours, qui a été adopté par le législateur le 31 mai dernier. Le législateur québécois reconnaît maintenant comme légal, aux yeux de la loi, le contrat entre la mère porteuse et les conjoints ayant formé le projet parental. À cet égard, le projet de loi 12 marque ni plus ni moins la reconnaissance de l'État envers les nouvelles réalités sociales des familles québécoises, ce qui se doit d'être souligné d'après le site de la Chambre des notaires du Québec. Bonne écoute! Bonjour Caroline! Bonjour Marianne! Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, super! Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu vas nous parler d'homoparentalité. Oui, c'est bien ça. Parfait. Est-ce qu'on peut commencer, en fait, par une explication de comment ton enfant a été conçu? Oui, absolument. Donc, moi et ma conjointe, ça faisait environ 7 ans qu'on était ensemble lorsqu'on a eu l'idée d'avoir notre premier enfant. Il y avait plusieurs façons de faire à titre de couple homoparental. Donc, on pouvait y aller avec une insémination artisanale, donc faite par un donneur à la maison de manière artisanale, ou encore via une banque de sperme, puis en passant par la fertilité de la femme de l'hôpital. C'est l'option que nous avons choisie. Donc, la première étape, ça a été là, de téléphoner en fertilité pour pouvoir avoir un rendez-vous. Ça nous a pris quand même 6 mois avant d'être appelés. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain délai avant le début des démarches. Donc, après 6 mois, on a eu notre premier appel qui nous a permis d'aller rencontrer les infirmières pour débuter notre projet. Il y avait plusieurs étapes. La première était de rencontrer un psychologue pour s'assurer qu'on avait la même façon de voir les choses par rapport à comment on expliquerait plus tard à notre enfant la façon dont il a été conçu. Donc, c'était quand même intéressant. Au début, on était assez réticentes à l'idée, mais finalement, ça s'est super bien passé. Donc, c'était la première étape. Ensuite, eh bien, c'était de trouver un donneur via les banques de sperme en ligne. On a magasiné ça plusieurs soirs avant de s'entendre sur un donneur pour lequel on a fait l'achat de paillettes de sperme. Ça doit pas être évident à choisir. Là. Ah non, évidemment. Là, on avait un petit cahier de notes, puis là, chacun, on nommait les points forts, les points faibles, on voyait leurs photos aussi, là, en plus de leur génétique, etc. Fait que c'était quand même une bonne analyse qu'on a fait toutes les deux. Puis finalement, un coup que le donneur, le sperme a été acheté, là, on est vraiment rentré avec le processus en santé de la femme qui consistait en fait à prendre des ovulants pour stimuler encore plus les follicules. Ensuite, passer lors de notre période de fécondation à l'insémination. Pour notre part, ça a pris 2 inséminations avant que ça fonctionne. OK. Puis est-ce que, moi, si je me souviens bien, je crois que vous aviez payé, hein? Tu m'as parlé que tu as payé le sperme. Ça a été, toi, c'était pas remboursé. C'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est qu'il y a environ 4 ans, lorsqu'on a eu notre premier garçon, le gouvernement avait arrêté de payer pour tout ce qui était insémination et fécondation in vitro. Okay. Donc, ça nous avait coûté autour, si je me trompe pas, 750 000 par paillette de sperme. Wow. Tandis que là, présentement, le gouvernement rembourse la majeure partie, je crois que c'est allant jusqu'à 75 des frais. OK. Donc, lorsqu'on va se relancer dans un processus, à ce moment-là, on aura seulement 25 des paillettes de sperme à débourser. Ah, ça paraît quand même. Oui, effectivement. Fait que oui, tu peux continuer, excuse-moi. Tu disais que, dans le fond, le premier essai, ça n'avait pas fonctionné, puis c'est la deuxième fois que ça a fonctionné. Là. C'est ça. La deuxième fois, ça a fonctionné. On était vraiment très contentes, évidemment. Puis par la suite, dans le fond, ma conjointe a été monitorée au même titre qu'une femme enceinte dans un couple hétérosexuel habituel. OK. Bon. Mon garçon est né le 1er avril.
Puis ce qui a été très particulier, c'est que lorsqu'il est né à l'hôpital pour ce qui était du certificat de naissance, il n'y avait pas de ligne deuxième mère, ou il n'y avait pas de ligne parent 1, parent 2. C'était mère et père. Alors, sur son certificat de naissance, je suis sous-signée à la ligne père. OK. Il reste encore un petit peu de pas à faire là, au niveau de l'homoparentalité au Québec. Par contre, moi, pour ma part, ça m'a pas vraiment dérangé. Ouais, mais est-ce que tu penses que tu pourrais le changer, ça? Sûrement que si j'en ferais la demande, je serais obligée de faire une modification quelconque. On l'avait nommé, par exemple, aux infirmières. Oui, que vous aviez trouvé ça un peu pas arriéré, mais ouais. OK. Est-ce que pour vous, ça a été difficile? Mettons la première fois que ça n'a pas fonctionné? Bien, au début, quand tu commences un processus d'insémination, ils disent qu'on a là, environ 20 de chances à chaque insémination que ça fonctionne. C'est la même chose pour les couples réguliers. Là. Ils disent qu'un couple hétérosexuel, là, ça peut prendre entre 4 et 6 mois avant là, de tomber enceinte là, en s'essayant vraiment dans les moments opportuns là, au niveau de la fertilité. Donc, de notre côté, que ça n'ait pas fonctionné la première fois, on s'y attendait parce qu'au niveau des pourcentages de réussite, on savait que ça pouvait prendre là, 4 à 6 fois. Il y a 6 inséminations qui sont offertes là, par l'hôpital. OK. C'est justement parce que ça prend habituellement 4 à 6 inséminations avant d'avoir grossesse. OK. Donc, que ça fasse à la deuxième, nous, on se trouvait très chanceux. Oui, quand même. Ça s'est bien passé. Puis, est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers au cours du processus, la grossesse? C'est une bonne question. Au niveau des obstacles, on dirait que j'ai trouvé que ça avait été quand même simple. Je suis certaine que ma conjointe dirait la même chose. On n'a pas eu de gros soucis là, par rapport à la grossesse, ni même par rapport au début à la fertilité. Je dirais qu'il y a eu un petit nom là, justement là, à la ligne du père à la naissance. Par la suite, c'est les questionnements des gens, parce que c'est certain que lorsque les gens nous voient, moi et Pascal, ma conjointe, souvent ils vont penser qu'on est de la même famille ou qu'on est des amis. Ils ne penseront pas nécessairement qu'on est les deux mères de notre enfant. Fait que souvent, on a des questions par rapport à ça. Là. C'est qui la mère de l'enfant? Mm-hmm. Fait que là, on a un peu d'éducation populaire à faire à ce niveau-là à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes un petit peu plus âgées pour leur expliquer qu'on est tous les deux les mères de notre fils et que c'est Pascal qui l'a porté. Moi, j'aime dire que je l'ai porté dans mon cœur. Puis, souvent, lorsqu'on en discute avec les gens, habituellement, ensuite, ça devient des ambassadeurs qui vont expliquer un peu de la situation aux autres. Puis plus on en parle, plus les gens vont être éduqués. Ça fait de la visibilité, dans le fond. Exactement. Puis d'ailleurs, on s'en était déjà parlé là, un peu là, par rapport justement à le fait que les gens demandent c'est qui la mère, en insinuant que la personne qui a porté l'enfant serait comme plus la mère que l'autre, que ça peut être un peu blessant comme question, là, parce que ça diminue le rôle de l'autre personne qui est tout autant égal. Comment, mettons, une personne qui s'intéresserait juste au fonctionnement de la grossesse, ça pourrait aborder la grossesse sans nécessairement comme prêter des intentions de diminuer l'importance de l'une ou l'autre? Oui, j'aurais tendance à dire comment a été conçu votre enfant. OK. Là, plutôt que qui est la mère. Déjà là, ça oui. laisse un petit peu plus de place à l'autre parent pour pouvoir répondre. Puis, ça serait ça ma réponse, Marianne. Je dirais d'offrir une question un petit peu plus ouverte pour qu'on puisse un petit peu discuter de comment a été conçu notre enfant plutôt que qui est la mère qui l'a porté dans son ventre. Parfait. Merci beaucoup de répondre à ma question. On avait parlé aussi comment votre enfant il vous différenciait, parce que là, je pense qu'il a commencé à parler. Dans le fond, quand il était tout petit, déjà là, on voyait que quand il s'adressait à l'une plus qu'à l'autre, il y avait certaines frustrations qui se créaient. Si on répondait toutes les deux ou si c'était pas la bonne personne qui répondait. Fait que on a pris l'initiative autour de 18 mois, je dirais, là, de s'auto-nommer un nom différent. Donc, moi étant maman, puis Pascal, ma conjointe, étant mommy. Fait que ça permet à Lou, notre garçon, d'appeler la personne à qui il veut parler. Et il utilise vraiment nos deux noms. Donc, on voit que pour lui, c'est quand même important. Oui, quand même. Ben oui, parce qu'il veut que la bonne personne se retourne quand il parle à la bonne maman. Exactement. OK.
Pour nous, ça fonctionne bien, mais tu sais, on a des couples d'amis de filles que les deux mamans s'appellent maman, puis ça fonctionne très bien aussi. OK. OK. Ça fonctionne aussi pour les enfants, là, c'est Ils n'ont pas... pas de problème. Non, c'est ça. OK. Ça serait quoi les questions que vous vous faites le plus poser souvent en tant que couple homoparental? Ouais. Ben, outre la question de qui a porté l'enfant, je dirais que c'est est-ce qu'on ressent là, le besoin de notre enfant d'avoir une présence masculine dans sa vie? On a quand même souvent cette question-là. Puis pour notre part, ben naturellement notre enfant s'est penché vers des membres de notre famille masculin par rapport à des champs d'intérêt. Et je pense pas que ça a rapport avec le sexe de la personne plutôt que le champ d'intérêt. Exemple, l'oncle de Pascal, Denis, possède un gros camion. Puis quand il vient, ben Louis-Gabriel est bien impressionné que Denis ait un gros camion. Puis ensemble, ils partagent la passion des moteurs, de conduire, d'aller voir des avions, des trucs comme ça. Et je dirais que la présence masculine dans nos vies est beaucoup faite par les grands-pères et les oncles et que c'est apprécié de Lou. Par contre, il ne nous a jamais nommé là, la tristesse de ne pas avoir de papa ou qui est mon papa, etc. On sait que ça pourrait venir, par exemple, puis de ce côté-là, ben justement, lorsqu'on a commencé en fertilité, ça faisait partie des questions posées par la psychologue, comment on aborderait ça avec notre fils. Puis pour notre part, ben, on a pris un donneur ouvert. Ça veut dire qu'à 18 ans, si Gabriel aimerait rencontrer son donneur, lui, il est aussi ouvert à rencontrer l'enfant. Okay. Donc, ça peut peut-être là, éviter là, des questions de crise identitaire, quoique peut-être qu'il n'y en aura même pas besoin et qu'on ne se rendra pas là. Mais pour nous, on trouvait que c'était intéressant d'offrir du moins la possibilité. Puis on a aussi fait là, l'impression des photos de l'homme qui nous a fait le don de sperme. Comme ça, ben plus tard, il va pouvoir voir de quoi avait l'air son donneur. OK, parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je dirais qu'on a fait pas mal le tour. OK. J'aimerais juste ça, pour finir, revenir un petit peu sur la rencontre avec la psychologue, parce que c'est comme quelque chose qui m'a vraiment surpris quand tu m'avais parlé de tout ça. Tu disais que vous étiez un peu réticente au début. C'est de quelle façon qu'on prend ça, de rencontrer une psychologue avant le processus et tout? Bien, nous, au début, on ne savait même pas qu'on aurait à faire ça. C'est directement au début de notre processus en fertilité que les infirmières nous ont dit que la première étape, c'était de rencontrer la psychologue de l'hôpital. Puis au début, on était un petit peu braqués par rapport à ça. On trouvait ça un petit peu insultant même, là, comparément à avoir un couple hétéro, qu'un couple homosexuel doit se présenter devant un psychologue qui devrait juger si oui ou non ces gens-là est en mesure d'avoir des enfants ensemble. OK, parce que dans le fond, il fallait un papier au final, après la rencontre, pour dire qu'ils sont prêts. Exactement. OK. Ils sont prêts, puis ils s'entendent. Donc, l'enfant, lui, de son côté, ne devrait pas avoir de problème au niveau de la crise identitaire, etc. OK. Ce qui est assez là, particulier. Donc, on est arrivé chez la psychologue avec une grande réticence au départ. Je comprends. Puis, finalement, ces questions étaient quand même intéressantes. Par exemple, comment allez-vous dire à votre enfant de quelle façon vous avez procédé pour sa naissance? Fait que là, ça a permis à ma conjointe Pascal de donner son opinion par rapport à ça, puis à moi, de mon côté, de dire mon opinion. Puis de se rendre compte qu'on était quand même très alignés là, dans notre façon de voir les choses. OK. Puis par la suite, elle nous a aussi demandé, advenant que votre enfant, rendu à 5-6 ans, demande-lui son papa, il est où? Puis s'il y a un papa, comment vous allez répondre? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Bien, ça nous a permis de nous questionner, tu sais. On n'a pas un coup rendu avec elle. On dirait qu'on s'est senti plus à l'aise. On trouvait que les questions étaient quand même bien posées, puis que ça nous permettait de se mettre en question par rapport à tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça doit approcher le moment où Gabriel va nous poser ces questions-là. Il va avoir bientôt 4 ans. Donc, éventuellement, il y a des bonnes chances qu'il nous les pose. Puis, à ce moment-là, on va être prête pour. Tu sais, on a déjà eu cette discussion-là devant la psychologue. Peut-être qu'on n'aurait pas eu nécessairement la discussion là, si on aurait été à la maison pensant qu'on avait réponse à tout d'avance. Mm-hmm. Puis est-ce qu'elle a vous donné un peu des conseils sur comment l'aborder? Ou c'était vraiment comme non. Votre réponse était satisfaisante? Oui, notre réponse était satisfaisante. C'était plus dans le fond, elle voulait pas, il n'y avait pas de réponse parfaite. Comme elle nommait, là, c'était que l'important, c'est que les deux parents soient alignés dans leur façon de penser pour pas que ça crée des conflits, là, que l'enfant, lui, se sente accueilli dans ses questionnements. OK. Ça nous prépare, dans le fond, à accueillir les questions sans se braquer.
Donc, c'était vraiment là, l'objectif visé. Tandis que nous, on pensait qu'elle allait analyser nos réponses afin de savoir si on serait des bons parents ou pas. Okay, vous aviez plus l'impression de vous faire questionner là, sur vos capacités parentales que par rapport à la discussion sur la conception. L'identité de notre enfant, exactement. Okay. Puis aux questions que lui pourrait nous poser plus tard. Fait que finalement, c'est quelque chose... Avec du recul, c'était une belle préparation. Oui, c'est ça que j'allais dire. Finalement, c'est quelque chose de positif, là. Oui, exactement. OK, bien, génial. Puis, pour finir, en fait, est-ce que vous avez senti des fois certains jugements, incompréhensions? Tu sais, tantôt, tu me parlais de... Des fois, les gens vont penser que vous êtes des amis ou des sœurs. Quand vous le dites que c'est votre enfant, est-ce que ça arrive que vous ressentez, en fait, du jugement, de l'incompréhension de la part de certaines personnes? C'est pas nécessairement par rapport à l'enfant comme par rapport à être un couple homosexuel. Tu sais, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Une personne âgée m'a récemment dit moi, ça me dérange pas, les lesbiennes, mais faut pas qu'ils s'embrassent, faut pas qu'ils se touchent devant moi. Mais ça me dérange vraiment pas, là. ou d'autres personnes vont dire moi, j'en connais des gens comme toi. OK. OK. Ben oui, moi, j'en connais des gens comme toi. Fait que, tu sais, nous, on le prend avec un côté là, rigolo. Puis, tu sais, on se dit qu'il reste encore du travail à faire. Puis, au niveau des personnes âgées, ben pour eux, de leur côté, ça a été longtemps pour accepter. Fait que, tu sais, là, le chemin à faire pour venir là, jusqu'à notre situation est quand même houleux pour eux. Fait que de respecter notre situation puis d'accepter aussi qu'on peut pas nécessairement changer leur perception. Ben oui, c'est tout à fait ça. Honnêtement, c'est très bien répondu. Puis je suis contente aussi que vous ayez l'ouverture, là, malgré le fait que des fois, ça peut être blessant, là, de comprendre en fait la réalité de certaines personnes là, qui peuvent avoir vécu des différentes choses à différentes époques. Ben parfait. Merci beaucoup, Caroline. Pour vrai, c'est super intéressant, là. Je pense que ça va permettre à plusieurs personnes de comprendre un peu cet univers-là. On va dire que d'autres personnes pourraient peut-être moins comprendre ou être plus à l'aise avec le sujet, puis plus à l'aise de poser les bonnes questions aux personnes concernées, là, je pense. Oui, bien, merci à toi d'avoir pensé à moi, Marianne, pour ton podcast. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi. Bye-bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.